Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Christophe Oberlin. Vous publiez un livre intitulé La vallée des fleurs aux éditions Éric Bonnier. Bonsoir. Bonsoir Loïc Barrière. Christophe Oberlin, votre livre raconte un épisode de l'histoire du Proche-Orient, l'expulsion de 417 Palestiniens par Israël le 17 décembre 1992. Ils resteront dans un camp de fortune au Liban Sud pendant 1 an. Une affaire qui a eu une grande importance puisque parmi ces personnes expulsées, plusieurs sont devenus des cadres importants du Hamas. Je pense bien sûr à Ismail Haniyeh, le premier ministre palestinien de Gaza. Est-ce que vous pouvez d'abord nous situer ce lieu, Marjezour, au Liban Sud, qui était décrit à l'époque comme un no man's land ? Alors effectivement, la description du lieu et l'identification du lieu m'a posé quelques problèmes parce que Marjezour est un simple hameau au cœur du Liban. En réalité, il faut se souvenir qu'à cette époque, il y avait tout le sud du Liban qui était occupé par Israël, qui avait une milice supplétive qui était l'armée du Liban Sud, mais c'était des armes israéliennes, des uniformes israéliens, et donc la frontière de l'époque était reportée bien au-delà de la frontière actuelle, à une trentaine de kilomètres à l'intérieur. Et c'est au-delà de cette zone qui était appelée, d'ailleurs, les mots malheureusement ont une importance et Israël sait les utiliser, cette zone occupée du Liban Sud était appelée zone de sécurité, alors qu'en réalité c'était une zone d'occupation. Et c'est au nord de cette zone dite de sécurité qu'ont été jetés les 417 Palestiniens. Alors ce livre que vous publiez aux éditions Éric Bonnier, La vallée des fleurs, c'est une enquête que vous avez faite 20 ans après, à travers des témoignages. Vous connaissez très bien la Palestine, vous y alliez 3 fois par an depuis 2001. Vous êtes un militant de la cause palestinienne, professeur de médecine. Vous allez opérer à Gaza des Palestiniens. Vous n'êtes pas allé à Marjezour. Alors je ne suis pas allé à Marjezour, j'aurais pu y aller, mais disons ce qui m'a intéressé, c'est cette construction progressive. On a prononcé ce mot plusieurs fois avant moi, en particulier lorsque je rencontrais les uns et les autres. Mon ami Mohamed Rantissi, qui est chirurgien à Gaza, son frère a été expulsé à Marjezour, déporté d'ailleurs, le mot exact, c'est le mot déporté. On y reviendra tout à l'heure, oui, sur ce mot. Et donc, petit à petit, j'ai rencontré toute une série de personnes, je dirais, importantes, des professeurs de médecine, des enseignants, des députés, des ministres, qui étaient des anciens. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce Marjezour ? Et j'ai découvert cette affaire que moi, je n'avais pas enregistrée à l'époque, mais vous, en tant que fin journaliste, vous l'avez bien connu. Et puis, tout ça est un peu tombé dans l'oubli. Et il m'a semblé intéressant de raconter cette histoire essentiellement d'un point de vue humain, de parler avec les témoins, de leur faire raconter, car finalement un certain nombre de ces témoins aujourd'hui sont aux commandes et il est clair que cette affaire a dû marquer leur parcours politique. Alors cette affaire a peut-être marqué certains de nos auditeurs qui écoutaient déjà Radio Orient à l'époque, puisqu'effectivement l'expulsion de ces 417 Palestiniens, ils ont été un petit peu moins nombreux au fil du temps, mais je crois que il y en avait environ 400 au bout d'1 an. Cette affaire a eu un fort retentissement médiatique. Elle a eu lieu juste avant les accords du 13 septembre 1993. D'ailleurs, vous racontez comment les Palestiniens ont accueilli l'annonce de cet accord secret. On va revenir quand même au début. Qui sont les Palestiniens qui ont été expulsés en décembre 1992 par Israël ? Alors, en décembre 1992, nous sommes 1 an avant les accords d'Oslo, donc il y a certainement des choses qui se passent. Et à l'occasion, comme souvent, d'un épisode relativement fortuit, on en saisit argument pour frapper fort. Et Yitzhak Rabin a donné l'ordre d'envoyer plusieurs centaines, 400 leaders ou responsables ou militants du Hamas et du djihad islamique au Liban. En gros, il s'agissait de se débarrasser d'une partie de l'opinion palestinienne qui ne voyait pas d'un bon œil l'ouverture de négociations. Alors, ces Palestiniens expulsés vers le Liban, ils étaient originaires de Gaza, de Cisjordanie. Quelles étaient leurs tendances politiques ?
Alors, la tendance politique, c'est essentiellement le Hamas. Il y avait un certain nombre de membres du djihad, une vingtaine, 20 ou 25, et puis il y avait quelques tout petits sous-groupes, et puis il y avait des gens qui étaient là, je dirais par hasard, et on le voit, il y a une très bonne enquête qui a été faite par l'association israélienne B'Tselem, qui a envoyé un enquêteur sur place, et on a exactement la sociologie des 417, ou plutôt des 396, car quand l'enquêteur est arrivé, il n'y en avait plus que 396, des blessés avaient été évacués, et on sait leur appartenance, leur âge, le nombre d'enfants, de quelle origine ils sont, et s'ils ont déjà des antécédents de maille à partir avec Israël. Donc on a une identification extrêmement précise de ces personnes, et en gros, c'est 50% d'intellectuels. Mais alors, qu'est-ce qui explique Yitzhak Rabin ait décidé de les expulser, puisqu'il avait la possibilité de les mettre en prison? Pourquoi cette expulsion? Alors là, il faudrait lui demander, ou demander en tout cas à ceux qui l'ont accompagné à l'époque, en particulier Ehud Barak, qui a été un petit peu l'organisateur de tout ça, et qui déjà, plusieurs mois avant la décision de déportation, eh bien, avait pris la parole à la Knesset pour dire il faudrait se débarrasser de plusieurs centaines de ces personnes. Donc l'idée était dans l'air. Alors, bien entendu, on peut penser que c'était pour éviter une opposition à l'ouverture des négociations, mais là je n'ai pas à justifier, si vous voulez, cette expulsion. Il faudrait le demander aux protagonistes de l'époque, parce que en tout cas, le bilan qu'on peut en faire a été certainement à l'inverse du but recherché. Oui, ça ne s'est pas passé comme Israël l'avait imaginé. Alors, ce qui est important aussi, c'est que cette zone, on a dit que c'était un no man's land, les conditions de vie étaient très difficiles. On est au mois de décembre 1992, ces gens sont arrachés à la Cisjordanie, à la bande de Gaza, vers le Liban Sud, et ça n'est pas une région facile, on ne peut pas y vivre facilement. Alors effectivement, certains étaient en prison et la plupart étaient chez eux, à domicile. Ils ont été arrachés à leur famille. Il y en a un qui était en train de regarder un match de football à la télévision. Et donc ils ont été mis d'abord dans des camps de rétention pendant 24 ou 48 heures en fonction des cas, puis chargés dans des camions destination inconnue. Et après 36 heures, on pourra revenir d'ailleurs sur ces 36 heures, après 36 heures attachés dans des autobus, ils sont découverts à plus de 1000 mètres d'altitude dans la neige, dans un endroit dont on leur a dit que c'était le Liban. Oui, alors parlons de ces conditions de transport. Vous le racontez très bien dans le livre. Ils étaient entravés, les mains attachées, un masque aussi sur les yeux? Un masque sur les yeux, mais il est intéressant de voir que beaucoup de ces personnes avaient une certaine habitude, malheureusement, d'aller et de revenir des prisons israéliennes. Et il est frappant de voir que même avec un masque sur les yeux, simplement à l'odeur, au bruit, à un certain nombre de choses, assez rapidement, dans les autobus, on se rend compte qu'on n'est pas en route vers une prison du Negev, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Alors, on va parler de l'installation de ces déportés, ces personnes déportées, exilées. Comment ça s'est passé? Ils arrivent, ils n'ont aucun moyen de s'installer. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas de... Comment ça s'est passé? Eh bien, déjà, l'indice qui fait que les déportés, car le mot exact c'est déporté, exil, on est exilé par la tribu ou banni. Là, il s'agit de gens qui étaient chez eux, donc le mot exact c'est déporté. Déjà, les déportés ont reçu quelques billets, $50 par personne. Alors quand on est en route vers un endroit inconnu et que la personne qui vous a arrêté vous remet $50 dans votre poche, eh bien ça y est, ça fait tilt et on s'est dit c'est la déportation. Et en arrivant au Liban, eh bien, ou plutôt à la frontière, à la zone de cessez-le-feu, je ne sais pas comment on peut appeler, donc à 40 km à l'intérieur du Liban, vers Marjezour, il y a eu une concertation rapide entre les responsables qui ont dit « Nous n'acceptons pas la déportation, nous ne voulons pas faire 400 familles de plus, nous restons sur place. » Donc le mot d'ordre est passé très vite. On reste sur place. Donc ce qui était prévu à l'origine, c'est qu'il devait se fondre dans la population libanaise. Absolument, oui. Et ça, ils l'ont refusé. Donc ils ont été
acteurs de leur expulsion, ils en ont fait un combat politique. Ils en ont fait un combat politique avec pariant sur la médiatisation. Et cette médiatisation, elle était moins efficace qu'aujourd'hui. Mais c'est quand même, je crois, dans l'histoire des médiatisations, certainement l'un des actes politiques les plus caractéristiques. Et 400 personnes dans la neige, le monde entier a été au courant instantanément. Alors le monde entier a été au courant instantanément, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook. Comment ils ont réussi à médiatiser cette affaire? Il y avait notamment Abdelaziz Rantissi qui s'est improvisé porte-parole du groupe. Ça a été véritablement la personne qu'on a vue sur toutes les chaînes de télévision à l'époque. Alors c'est vrai, ça a été un petit peu une première. Reuters a été présent très vite. Au moment où un certain nombre de Palestiniens ont été arrêtés chez eux, eh bien entendu, il y a une communication, il y a des avocats qui ont été saisis et il y a des journalistes qui ont été appelés, et notamment des journalistes libanais, je pense en particulier à Maya Baidoun par exemple, et ces journalistes se sont rendus sur place. Autrement dit, dès leur arrivée, en pleine nuit à 3h du matin, dans la neige, eh bien, il y avait des journalistes qui étaient là et qui ont pu relayer l'information. Alors comment se sont-ils installés? Qui a donné les premières tentes? Il fallait aussi nourrir ces 400 personnes. Alors la Croix-Rouge a été présente pratiquement sur le champ. On a distribué des capuchons contre la pluie. C'était une espèce de neige fondue qui tombait. Et puis les villageois les plus proches, qui étaient des Druzes, eh bien, se sont approchés, ont constaté la situation et ont apporté une demi-douzaine de tentes, ce qui était évidemment insuffisant pour les 400. Et c'est pratiquement en 24 heures qu'ils ont réussi au moins à échapper à la pluie et à commencer à se restaurer. Mais la situation a mis une bonne quinzaine de jours avant d'être acceptable. Alors quel contact avaient-ils à l'extérieur? Ils étaient finalement dans cette zone des reclus volontaires d'une certaine façon. Alors les contacts avec l'extérieur, ce furent les journalistes tout de suite, les villageois très rapidement. Et puis, il faut dire qu'avec le véritable buzz qui a été déclenché par cette affaire, des gens du monde entier sont venus. Ça a été un véritable lieu de pèlerinage, Marjezour, et c'est intéressant. Y compris des Européens, vous le racontez? Quelques Européens, c'est vrai, et y compris surtout, ce qui est intéressant, des gens qui, au fond, venaient là tout simplement parce qu'il y avait une affaire de droit élémentaire de l'homme qui n'était pas respecté, déporter 400 personnes sans charge, sans jugement, tout ça a été complètement illégal. Et il y a eu énormément de visites de sympathie de gens qui n'étaient pas ni musulmans, ni des militants particuliers de telle ou telle cause, mais qui pour le principe venaient témoigner de leur sympathie. L'invité de Pluriel est Christophe Oberlin. Vous publiez un livre intitulé La vallée des fleurs aux éditions Éric Bonnier. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Pluriel avec Christophe Oberlin. Vous publiez un livre intitulé La vallée des fleurs aux éditions Éric Bonnier. D'ailleurs, on pourrait tout de suite parler de ce titre. La vallée des fleurs, c'est tout simplement la 5-4-3-2-1-0. C'est tout simplement la traduction du village Marjezour. Alors c'est un mot assez paradoxal, hein, c'est-à-dire que la vallée des fleurs c'est plutôt une image riante et il vivait en revanche dans des conditions très spartiates. Alors c'est vrai, hein, c'est un nom un petit peu décalé, hein, comme le nom du Groenland, la terre verte, hein, qui n'est pas vert du tout. La vallée des fleurs, c'est plutôt le pré fleuri d'ailleurs. J'ai traduit en français vallée des fleurs, ça sonnait mieux. C'est effectivement une zone complètement, quasiment déserte en altitude. Il y a des caillasses, des affleurements de rochers. Il y a de la neige l'hiver et l'été il fait une chaleur importante. Il y a des scorpions, il y a des serpents. Je raconte un certain nombre d'épisodes d'ailleurs de serpents et de scorpions. Donc c'est un endroit tout à fait inhospitalier. C'est là qu'ils ont décidé de s'installer. Alors, parmi ces 417 exilés, il y a donc ce nom qui revient sans cesse, celui d'Abdelaziz Rantissi, le porte-parole du groupe. Vous écrivez qu'il était à la fois le psychologue du groupe, l'assistante sociale. Qui était-il et pourquoi ses compagnons l'ont-ils choisi comme porte-parole ? Alors, je l'écris, mais tout ce que j'écris est basé sur des témoignages. J'ai rencontré longuement une quinzaine de témoins de Marjezour, même un petit peu plus. Et vous êtes l'ami de son frère. Et je suis l'ami de son frère, Mohamed Rantissi, qui est le
le chirurgien de Gaza, je dirais mon meilleur élève, bien qu'il ait une cinquantaine d'années maintenant, mais c'est celui que j'ai formé à la chirurgie de la main, à la réparation des lésions nerveuses par balle, qui sont malheureusement très fréquentes là-bas. Et donc c'est à travers Mohamed Rantissi que j'ai connu Abdelaziz Rantissi. Et c'est vrai que dès cette époque, c'était une personnalité extrêmement importante, charismatique, il faut le dire. Et donc qui a été, non pas, il ne s'est pas désigné, il a été élu par un comité porte-parole. Il y avait aussi un deuxième porte-parole dont on parle très peu en ce moment, et c'est très malheureux, qui est Aziz Dweck. Aziz Dweck faisait partie des déportés de Marjezour. Et qui est très présent dans votre livre. Alors, il est très présent dans mon livre, tout simplement parce que il est très présent dans le souvenir des témoins que j'ai interviewés. C'est effectivement quelqu'un qui a quelque chose, en dehors du fait que c'est un grand intellectuel, en dehors du fait qu'il est parfaitement anglophone, il a étudié aux États-Unis, il est géologue, urbaniste. Il y avait, entre parenthèses, des compétences absolument exceptionnelles là-haut dans la montagne. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à s'implanter et à survivre et même à créer quelque chose, c'est-à-dire transformer une expulsion négative en valeur positive. Je pense qu'on va en parler. Et vous racontez d'ailleurs une anecdote sur ce responsable palestinien qui à un moment donné dit à des villageois que c'est pas ici qu'il faut creuser pour avoir de l'eau et c'est d'ailleurs assez mal vécu par les autorités libanaises. Alors effectivement, c'est une anecdote qui n'a l'air de rien. Aziz Dweck leur dit « Vous ne retrouverez pas d'eau si vous creusez ici » et 48 heures après, les autorités libanaises arrivent, les militaires, en disant « Ne vous occupez pas de nos affaires ». Alors il dit « Je donne simplement un conseil » et on lui dit « Non, ce sont nos affaires internes, vous n'avez pas à donner d'avis ». Donc c'est assez emblématique un petit peu, si on extrapole, de la situation des Palestiniens jusqu'aujourd'hui au Liban. Et puis, il y a aussi ces villageois libanais. Au départ, bon, il y en a certains qui viennent apporter des tentes, un geste humanitaire, mais il y a quand même une certaine méfiance, d'autant qu'effectivement, la question palestinienne au Liban, ça rappelle aussi de mauvais souvenirs. Alors, ces villageois, ils vont finir par se laisser amadouer par quelque chose finalement qui va leur bénéficier, c'est qu'il y a des médecins parmi ces Palestiniens, et ils n'ont pas de médecins, ces villageois libanais. Donc ça a véritablement créé du lien entre les Palestiniens et les Libanais. Effectivement, c'est l'un des facteurs de contact qui a permis de créer du lien. Il y avait une vingtaine de médecins à Marjezour et des médecins de toute spécialité. Et donc, ils ont ouvert un cabinet médical et instantanément, la moitié de la population est venue se présenter. Donc, ça a permis d'avoir des liens. Et je dirais avec toutes les populations locales, les témoins que j'ai interrogés me parlent d'excellentes relations, aussi bien avec les Druzes, les chrétiens, sunnites, chiites. Et l'occasion de leur départ à la fin a été l'occasion d'une fête extraordinaire où véritablement, ça a été un petit drame pour ces paysans oubliés sur ces terres hautes, arides, de voir partir finalement ceux qui étaient devenus leurs amis. Oui, vous racontez notamment que la mère d'un journaliste a passé la nuit sous la tente avec ces Palestiniens la veille de leur départ et elle est en larmes. Bien sûr, et les chrétiens jettent des poignées de riz comme lors de tous les événements importants, donc je dirais sans communautarisme. Alors, ce qui frappe à la lecture de votre livre, c'est que ces expulsés ont pris les choses en main, ils n'ont pas été passifs face au sort qui leur était réservé, et finalement, vous le racontez très bien, ça a été contre-productif pour les Israéliens, d'abord parce que il y a eu une forte médiatisation. Est-ce que la communauté internationale a condamné cet acte illégal des Israéliens ? Alors, ça a été condamné de manière sans équivoque. Il y a eu une résolution de l'ONU qui a été votée pratiquement en 24 heures, ce qui est quand même assez extraordinaire. Bon, ça fait une résolution de l'ONU, je dirais, de plus. Néanmoins, sur le plan juridique, il n'y avait aucun doute que cette action était totalement illégale. Alors, je passe, je crois qu'il faut lire le livre pour voir, et c'est malheureusement aussi emblématique un petit peu de la manière de fonctionner d'Israël, toutes les arguties
récits qui vont être sortis. On va demander l'avis de la Cour suprême en Israël, qui finalement va dire que ces expulsions étaient légales. Alors, ce n'est pas légal en fonction d'une cour, c'est légal en fonction du droit, d'une espèce de droit international qui nous couvre tous. Donc, on voit finalement toutes les contorsions et une adresse surtout qui était assez diabolique, qui est finalement, après quelques temps, de se reporter finalement sur les Américains pour essayer de régler le problème et de brandir la menace de la non-reprise de négociations ou de l'arrêt de négociations, en disant finalement, vous savez, si vous nous embêtez, on va arrêter de négocier. Et je dirais presque encore aujourd'hui, c'est ce type d'argument qui est utilisé face aux Palestiniens. Alors Christophe Oberlin, vous dites aussi que cette affaire a eu lieu dans un contexte particulier pour les États-Unis. On était en fin de période électorale, période durant laquelle vous écrivez qu'Israël a l'habitude de prendre un certain nombre de mesures unilatérales. C'est-à-dire qu'on était entre deux présidents des États-Unis. Alors c'est vrai, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a 3 mois entre le moment de l'élection américaine et le moment de la prise de fonction, donc c'est une période où, disons, la diplomatie est un petit peu plus faible et on prépare le nouveau et on a promis des choses à l'ancien et donc c'est une situation où tout est un petit peu gelé. On peut en prendre malheureusement un exemple récent, c'est la guerre de 2008-2009, hein, et j'étais à Gaza d'ailleurs à ce moment-là, pendant les bombardements. Eh bien, cette guerre a été une guerre entre l'élection de Barack Obama et sa prise de fonction. Alors, vous avez lu la presse occidentale de l'époque. Comment cette affaire est-elle décrite, par exemple, par les journaux français ? Alors, pour les journaux français, la presse, c'est beaucoup de répétitions à partir de données, de dépêches de l'AFP. Il faut reconnaître que quelques rares journalistes, mais quand même, se sont rendus sur place. Je pense à Françoise Chipot du Monde, qui a fait quelques papiers. Il y a des papiers de Patrice Claude aussi, qui sont intéressants à lire aujourd'hui, 20 ans après. La façon de s'exprimer de Patrice Claude, les mots qu'il utilise, il parle de Jérusalem occupée, de Cisjordanie occupée, il parle de terroristes supposés. Il y a une qualité de langage, je dirais, qu'on apprécie et qu'on n'est pas certaine de retrouver dans les mêmes journaux aujourd'hui. Il faut rendre hommage à certains journalistes qui ont travaillé sur la question. Et puisque vous parlez des journalistes, vous citez aussi Dominique Roch, la journaliste de RFI, qui a des problèmes avec sa rédaction, puisqu'elle utilise ce mot déportation. On peut revenir sur le sens de ce mot. C'est un point important parce que vous avez évoqué tout à l'heure. Lorsqu'on expulse des gens, ça veut dire quelque chose. On expulse des étrangers, on expulse des squatteurs, on expulse au fond des gens qui ne sont pas originaires de l'endroit d'où on les expulse. C'est ça la définition. La déportation, c'est de prendre des gens chez eux, là où ils habitent, c'est incontestable. Personne, même celui qui expulse, entre guillemets, ne le conteste. Et on les emmène ailleurs. Donc c'est véritablement le mot déporté. Il n'y a pas une question de correspondance entre le français et l'anglais, c'est du français le plus pur. Et en même temps, pour les Français, le mot déportation renvoie à la Deuxième Guerre mondiale et à la déportation des Juifs, notamment durant l'occupation de la France par les Allemands. C'est clair, mais en aucun cas, un événement qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale ne doit changer le vocabulaire et la sémantique. Et donc, il faut appeler un chat un chat. Alors, on a parlé de la résolution de l'ONU. Quelle a été la position du Liban ? C'était embarrassant pour les Libanais, cette affaire ? Alors, la position du Liban, elle a été très rapide et très stricte. Nous n'en voulons pas. Mais nous n'en voulons pas. C'était au fond exactement ce que souhaitaient les déportés. Ils ont d'ailleurs remercié très vite le ministre des Affaires étrangères libanais. Ils étaient d'accord avec le principe. Donc la position du Liban a été la position que souhaitaient les déportés. Ils n'ont pas exercé de pression négative. Seule l'armée du Liban Sud, alliée d'Israël, l'a fait. Et finalement, certains officiers libanais sont devenus des amis des déportés. Donc ça s'est passé très correctement. Alors est-ce qu'il y a eu une forme de fraternisation entre ces militants du Hamas qui venaient de naître 5 ans auparavant et le Hezbollah libanais ?
Alors ça, c'est une grande question. Ce qu'on peut dire objectivement déjà, c'est que le Hezbollah était immédiatement en aide. Ils ont apporté un soutien matériel immédiat. En ce qui concerne les contacts au niveau politique, il est clair qu'il s'agissait de faire un buzz médiatique. Il ne s'agissait pas de faire une tribune politique. Dans le sens politicien. Et donc les responsables à Marjezour ont évité soigneusement ce genre de choses. Il n'y a pas eu d'entraînement physique ou autre entre les deux parties. Et en tout cas, c'est ce que me racontent les témoins. Et de toute manière, tout ce qui se passait là-haut était parfaitement connu du monde entier, des services israéliens. S'il y avait eu la moindre chose de ce genre, on l'aurait su. Donc ce camp de Marjezour n'a pas été un camp d'entraînement militaire du Hamas, ça vous le racontez très bien. En revanche, ce qu'on a totalement oublié, moi je l'avais oublié, c'est qu'une université a été créée dans ce camp. En fait, il y avait des professeurs d'université qui étaient présents dans ce camp et il y avait des étudiants. Eh bien, ils ont fait cours. Il y avait des professeurs, il y avait des étudiants, tout le monde avait été interrompu dans sa scolarité ou dans son enseignement. Et puis il y avait aussi des gens qui n'avaient pas eu les chances de faire des études, c'est à peu près la moitié de la population. Et donc il y a eu tout de suite des plannings qui ont été organisés, exactement comme dans un service de la scolarité. Il y a eu des inscriptions, il y a eu des cours qui ont été prévus et des relations avec les universités dont étaient originaires les enseignants. Il y avait 17 professeurs d'université. Des relations ont été établies exactement de la même manière que j'enseigne la chirurgie de la main à Gaza avec le diplôme dont je suis responsable à Paris. Eh bien, on peut enseigner, je dirais, dans sa salle de bain. Il y a eu de l'enseignement à Marjezour, il y a eu des diplômes qui ont été reconnus par les facultés. Quelles étaient les matières enseignées dans le camp ? Les matières étaient assez diversifiées. Il y avait beaucoup de matières, je dirais, littéraires, des matières aussi religieuses, mais il y avait aussi de la culture générale, culture palestinienne, il y avait des langues avec toutes les langues allemand, anglais. Je crois même qu'il y avait des cours d'hébreu, car il faut savoir que beaucoup de Palestiniens apprennent l'hébreu lorsqu'ils sont en prison, et ils ont des raisons qu'ils expliquent, qui me surprennent toujours un petit peu. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faut connaître la langue de ses ennemis. Lorsqu'on est à un checkpoint, il faut pouvoir parler aux soldats, parce que le soldat refuse de parler autre chose qu'un hébreu. Je leur laisse ces interprétations. Et puis il y a eu aussi des cours de secourisme faits par les médecins, des cours d'éducation physique faits par les professeurs de sport. Alors, le Hamas était déjà créé depuis 5 ans quand a eu lieu cette expulsion de 400 Palestiniens. Est-ce qu'on peut dire que le Hamas s'est renforcé grâce à cette expulsion massive ? Alors ça, on peut le dire, et d'ailleurs, ils le disent lui-même. Abdelaziz Rantisi, dans une interview, je crois, à Robert Fisk, dit « J'aurais rêvé, pendant les 5 années qui ont précédé Marjezour, qu'on vienne m'interroger pour connaître le programme politique du Hamas, nos aspirations, etc. » Il a fallu que nous nous retrouvions pratiquement nus dans la neige pour qu'on vienne. C'était un peu j'ai exagéré en disant que c'était les Femen de l'époque, mais il a fallu qu'ils se retrouvent dans des conditions très difficiles pour qu'on vienne les interroger longuement. Donc ça a été l'internationalisation du Hamas et jusqu'à aujourd'hui, ce mouvement est connu parce qu'il a pu s'exprimer à cette époque. Alors, le Hamas était donc un jeune mouvement, mais il n'y avait pas eu d'attentat de la part du Hamas. Vous le rappelez aussi dans ce livre, parce que c'est vrai quand même qu'il faut regarder les dates. Donc, 92, l'expulsion de ces 400 Palestiniens. 93, les accords d'Oslo. 94, le premier attentat du Hamas. Alors effectivement, je vois que vous avez très bien lu le livre en détail. Effectivement, lorsque l'on parlait d'expulser 400 terroristes, il fallait le prouver. Et le premier attentat suicide revendiqué par le Hamas, c'est à la mi-94. Donc c'est une interpellation qui n'était pas du tout exacte. Par ailleurs, 400 terroristes qui, pour la plupart, étaient chez eux en famille, ce ne sont pas des gens qui ont été pris les armes à la main. Enfin, il y a énormément de
d'éléments en ce sens, oui. Alors vous évoquez à plusieurs reprises Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre, qui est devenu une icône en Occident depuis son assassinat, prix Nobel de la paix avec Yasser Arafat. Vous corrigez un petit peu cette image dans votre livre en rappelant qu'il acceptait la politique des assassinats ciblés. Alors, il l'acceptait et c'est même frappant de voir dans certaines interviews qu'il se laisse aller à une réflexion sur ce qu'il appelle la réforme de la peine capitale. C'est-à-dire que finalement, ces assassinats ciblés, la question de leur légalité, eh bien, ça l'a un petit peu effleuré. Il faut rappeler aussi, et un témoin qui est en prison nous le dit, il faut rappeler qu'Yitzhak Rabin avait ordonné de briser les membres des Palestiniens. Et il y a malheureusement énormément d'images terribles où on voit des soldats saisir des enfants et à coups de crosse de fusil ou de batte de baseball leur briser les avant-bras ou les jambes. Donc tout ça, ce sont des choses qui restent et dont il faut se souvenir. Et l'une des personnes que j'ai interviewées d'ailleurs a été condamnée à 1 année de prison à l'époque, pour avoir simplement dirigé des journalistes vers des jeunes qui étaient hospitalisés pour ces fractures. Il s'agit de Souleymane Baraka, et Souleymane Baraka, soit dit en passant, est astrophysicien et professeur d'astrophysique aujourd'hui à Gaza avec une collaboration avec la France. Donc vous voyez le niveau. Souleymane Baraka ne faisait pas partie du Hamas, mais il a été en prison avec certaines personnes du Hamas, j'ai eu son témoignage. Donc il faut voir le niveau de formation et d'éducation de la plupart des gens qui ont été déportés. Alors ces militants palestiniens ont fait beaucoup de buzz, de bruit médiatique pendant quelques mois. Ensuite, ils sortent un petit peu des radars puisque la presse s'intéresse surtout aux négociations israélo-palestiniennes. Comment se passait la vie de ces Palestiniens, je dirais, durant ce désert médiatique ? Eh bien, le désert médiatique, on peut le quantifier simplement en comptant le nombre d'articles qui ont été publiés chaque mois pendant cette période, et je l'ai fait pour le livre. Parfois, il y a un mois avec 0 article. Et donc, pendant toute cette période, eh bien, d'abord, le printemps revient, donc la situation physique s'améliore, les études se poursuivent, et puis surtout, des délégations viennent du monde entier. En moyenne, 3 délégations par jour qui viennent du monde entier. Donc il faut accueillir ces personnes, il faut leur parler. Les populations locales aussi, eh bien, Margezour devient un lieu d'excursion. Donc on crée des attractions pour les enfants. On crée un petit musée local. On récupère toutes les espèces de plantes et les petites espèces d'animaux. On fait de la taxidermie et on présente tout ça. Et puis, en échange, les Libanais viennent faire la fête. Il y a des chansons qui sont écrites sur les déportés. Et donc, beaucoup de convivialité. Je raconte aussi un petit épisode assez drôle où on fait une espèce de match de David contre Goliath. Ils avaient choisi le plus grand, le plus costaud, et puis le tout petit parmi les 400. Et puis, ils font un espèce de combat entre les deux. Et l'arbitre qui est au milieu n'est autre qui se met à nier. L'actuel Premier ministre du Hamas à Gaza. L'invité de Pluriel est Christophe Oberlin. Vous publiez La vallée des fleurs aux éditions Éric Bonnier. On se retrouve après une courte pause. L'invité de Pluriel est Christophe Oberlin, professeur de médecine, militant de la cause palestinienne. Vous publiez La vallée des fleurs aux éditions Éric Bonnier. Alors pendant la pause, vous étiez en train de me raconter quelque chose qui ne figure pas dans le livre, mais qui est intéressant, on peut le dire à nos auditeurs. C'est que le Hamas, on sait que le Hamas a eu un bureau pendant de très nombreuses années en Syrie. Eh bien, les négociations avec Hafez el-Assad ont eu lieu avec les militants palestiniens qui étaient à Margezour. Alors effectivement, dès la première semaine de la déportation, Hafez el-Assad a envoyé un émissaire qui était une figure de la télévision syrienne pour des premiers contacts. Et des négociations, des discussions ont eu lieu pendant toute la durée de la déportation. Ça se passait de manière complètement secrète dans la voiture de l'émissaire avec Abdelaziz Rantissi et Mahmoud Zahar qui étaient seuls présents. Les gens du Hamas ont négocié l'installation d'un bureau politique à l'extérieur. À l'époque, et même je dirais presque encore aujourd'hui, mais plus peut-être encore à l'époque, chaque responsable était menacé dans sa vie, et il était important d'avoir une autorité politique indiscutable qui représente le mouvement et qui soit protégée d'une certaine façon. Et une semaine avant le départ du deuxième groupe,
donc en décembre 1993, eh bien Mahmoud Zahar et Abdelaziz Rantisi se sont rendus en secret à Damas et ils avaient prévu un certain nombre de demandes. 13 demandes sur 14 ont été acceptées. La seule demande qui n'a pas été acceptée, c'était de bénéficier de 2 heures chaque semaine sur la télévision syrienne, d'avoir une émission genre Voice of Hamas, mais tout le reste a été accepté. Ça aboutit finalement au séjour de Khaled Meshal pendant de nombreuses années là-bas. La Syrie donc qui a été le parrain du Hamas jusqu'à la guerre civile en Syrie, et le Hamas a fini par quitter la Syrie. Alors Christophe Oberlin, ces Palestiniens sont restés 1 an, pratiquement jour pour jour, à Marjezour. Comment ça s'est terminé, cette affaire pour eux? Comment ont-ils pu regagner soit leur domicile, soit partir pour d'autres pays? Déjà, il y avait une volonté de retour au bout de plusieurs mois, lorsqu'ils ont vu que l'effet de buzz médiatique était retombé. On ne parlait plus que des négociations de Washington, puis d'Oslo, donc ils étaient véritablement hors du circuit médiatique. Donc l'effet du refus de la déportation avait été acté, et donc il fallait rentrer à la maison pour des tas de raisons, et aussi pour des raisons politiques, car finalement, un bon nombre de ceux qui avaient été déportés étaient des responsables majeurs. Il était important pour eux de recommencer à travailler et à lutter, je dirais, sur le terrain. D'autant plus qu'on commençait à comprendre que Arafat allait retourner en Palestine et que peut-être le Hamas avait envie d'être là pour être l'opposition à l'autorité autonome. Alors c'est vrai, et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est qu'il y a eu c'était un lieu de réflexion. On a parlé d'une université, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup de discussions. Il y avait même une petite télévision intérieure qui avait été installée. Et donc, lorsqu'il s'est profilé que l'autorité palestinienne allait se constituer, qu'Arafat allait rentrer, se posait la question, bon, nous rentrons, nous par exemple, à Gaza, quelle va être notre attitude? Et il est intéressant de voir que cette attitude, au fond, elle n'a pas changé, je dirais, jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une attitude participative. C'est-à-dire que il ne s'agissait pas de faire de l'opposition frontale par plaisir. Le Hamas s'était opposé frontalement aux négociations qui étaient entamées sur un mauvais registre, et 20 ans après, qui ose dire que le registre était bon? Même la Chaïd le reconnaît aujourd'hui. Donc il n'était pas question de faire de l'opposition stérile, mais participer à une activité n'était pas du tout exclu. Et ce qui était ressorti des discussions, et tout ça a été noté, c'est qu'il n'était pas question de participer à un niveau ministériel, à un niveau politique, mais à un niveau de fonctionnement, à un niveau de cadre, dans l'enseignement. Et si vous relisez des interviews en particulier de Mahmoud Zahar, même dans les années qui ont suivi, dans les années 93-96, eh bien vous voyez que cette volonté de participer, même comme parti minoritaire, à l'action publique, elle a été constante. Et on retrouve exactement la même aujourd'hui dans une situation beaucoup plus dramatique. Alors, vous consacrez un chapitre de ce livre, 20 ans après, ce qu'ils sont devenus, ce que sont devenus ces militants palestiniens. Certains sont toujours en vie, la plupart sont en vie. Certains ont eu effectivement, ont été assassinés. C'est le cas d'Abdelaziz Rantisi. Alors, c'est clair que, au fond, chaque Palestinien, on pourrait écrire un livre sur la vie de chaque Palestinien, tant elle est significative. Je fais régulièrement des petites conférences sur Gaza et sur mes livres, et il y a toujours dans la salle 3 ou 4 Palestiniens ou Palestiniennes, et qui à chaque fois me racontent des histoires qui pourraient faire l'objet d'un livre. Alors, en gros, sur ces 400, il y a un certain nombre de responsables qui ont été assassinés, et certains qui étaient véritablement porteurs d'un message politique avec lesquels on aurait pu construire véritablement quelque chose. Je pense à Jamal Mansour, par exemple. D'autres ont été complètement éclipsés. On a parlé d'Aziz Duek. Aziz Duek, je vous le rappelle, devrait être, selon la loi palestinienne, devrait être actuellement le président de l'autorité palestinienne, puisque le mandat du président a été terminé en 2009. Aziz Duek est complètement marginalisé. Il sort de prison pour être en résidence surveillée. Et c'est une personnalité de premier plan. Et puis, il y a la bande de Gaza,
où le Hamas est aux commandes et bon nombre de responsables, Ismaël Haniyeh, Mahmoud Zahar et beaucoup d'autres, sont des anciens de Marj el-Zour. Leur position politique n'a pas changé. Nous souhaitons participer. Ils ont souhaité intégrer des ministres du Fatah au gouvernement, au premier gouvernement. Ça a été refusé. Aujourd'hui, ils réclament de s'asseoir avec l'ensemble des Palestiniens et notamment avec les Palestiniens de Cisjordanie et leurs représentants politiques. Et c'est tout cela aujourd'hui qui est refusé par la partie adverse. Alors, cet été, sous l'impulsion de John Kerry, Israéliens et Palestiniens ont accepté de reprendre leurs discussions. Vous, qui allez très régulièrement dans la bande de Gaza, dans les territoires palestiniens, comment les Palestiniens vivent-ils cette reprise des négociations? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont quelque chose à gagner dans ces discussions? Non, les Palestiniens de Gaza, en tout ça, ceux que je connais, n'ont strictement aucun espoir dans ces discussions. La seule façon de régler le problème Gaza, autorité palestinienne Gaza, c'est pas Gaza Cisjordanie, c'est autorité palestinienne Gaza, eh bien, serait de faire des élections libres. Et des élections libres, on sait aujourd'hui que les Israéliens n'en veulent pas, que l'autorité palestinienne n'en veut pas. Des élections libres en Cisjordanie seraient très difficiles à organiser même, puisque une bonne partie des leaders sont soit en prison, soit en résidence surveillée. Donc mener une campagne dans des conditions d'occupation semble aujourd'hui malheureusement hors d'espoir. Par contre, des Palestiniens qui s'assieraient ensemble à table pour établir un programme, toutes les représentations politiques étant incluses, c'est quelque chose de réaliste et qui malheureusement n'est pas proposé pour l'instant. Est-ce qu'un État palestinien est aujourd'hui viable ou est-ce que ça n'est pas déjà trop tard? Quand vous regardez la carte de la Palestine avec ces colonies qui empêchent les Palestiniens de circuler librement, est-ce que c'est véritablement possible aujourd'hui de construire un État palestinien? Moi, je crois que de toute façon, il est impossible de maintenir une partie du monde, quels que soient les rapports de force, en état d'occupation et de violence permanente. Donc, on est certain que le problème sera réglé. Et régler le problème, c'est la paix des esprits, c'est-à-dire la justice. Donc, de toute façon, on y arrivera. La question, c'est de savoir comment et en combien de temps. Et à quel prix? Et à quel prix. La création de deux États parallèles dans l'esprit du Hamas, de toute façon, ne pourrait être qu'une solution transitoire pour apaiser les esprits, panser les blessures. Et de toute façon, tout accord sur la création des États devrait passer par un référendum, d'après eux, incluant la totalité des partis, y compris les Palestiniens des camps de réfugiés. Alors certains vont sauter au plafond en disant que c'est irréaliste, mais de toute façon, la guerre perpétuelle, l'état de guerre perpétuelle est irréaliste. Et là, il y a un gouvernement israélien qui n'a jamais été aussi pro-colonisation. Donc finalement, on se demande comment ça va se terminer. Il y a des discussions. Comment vous interprétez le fait que l'autorité autonome ait accepté de discuter avec les Israéliens ? Je dois dire que je suis très catastrophé par toute une série de véritables reniements qui sont ceux de l'autorité palestinienne. Rappelez-vous, lorsque le Hamas a été élu, les fonctionnaires de Gaza ont vu leur paye coupée, et ceci jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore plus de 10 000 fonctionnaires à Gaza qui sont payés à condition qu'ils restent chez eux. J'ai vu côtoyer des médecins qui restaient chez eux, car on leur avait dit, si tu vas travailler, tu ne seras pas payé. Donc il y a toute une série de décisions éthiquement désastreuses qui ont été prises. La dernière, c'est de reconnaître le coup d'État, une espèce de légitimité au coup d'État égyptien. C'est une décision absolument dramatique pour l'autorité palestinienne qui est catastrophique. Un autre exemple, après la guerre de 2008-2009, il y a eu une amorce de plaintes au niveau international, au niveau de la Cour pénale internationale, les mouvements de libération, même il n'y a pas besoin d'être un État reconnu par l'ONU pour pouvoir porter plainte. Je passe sur les aspects juridiques qui sont pourtant très importants. Le Fatah aurait parfaitement pu porter plainte pour les crimes de guerre commis à Gaza, et c'est lorsqu'il s'est rendu compte, lorsque le procureur de la Cour pénale internationale a dit que la plainte était recevable, que l'autorité palestinienne a reculé.
Et il y a là véritablement toute une série d'actes qui ont été commis. En ce moment, je m'intéresse au dossier des Palestiniens, des prisonniers palestiniens, et à celui du soldat Shahid, avec une inégalité de traitement absolument énorme. Rappelez-vous que Mahmoud Abbas avait condamné la capture du soldat Shahid, qui était un tankiste en uniforme, canonnier dans un tank et capturé en situation de combat. Vous voyez, Mahmoud Abbas a condamné la capture du soldat Shahid. Et vous considérez qu'il a tort? Je laisse chacun juger, bien sûr, mais bien sûr qu'il a tort. Et comment les Palestiniens de Gaza ont-ils vécu la chute du président Morsi en Égypte? On sait que le Hamas entretient d'excellentes relations avec les frères musulmans. Vous dites, vous ne comprenez pas l'attitude de Mahmoud Abbas, mais qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui dans la bande de Gaza? La bande de Gaza aujourd'hui est dans une situation absolument dramatique, physiquement, politiquement, sur le plan humanitaire, sur le plan de la sécurité. Déjà, la première acte et de politique étrangère, si l'on peut dire, des Égyptiens au moment du coup d'État était de fermer Rafah. Moi, je suis entré à Gaza, j'étais avant le coup d'État. Le coup d'État a lieu, je n'avais plus le droit de sortir. Alors que j'avais une autorisation d'entrée et de sortie des Égyptiens. Donc on a dû ressortir par les tunnels, beaucoup de difficultés. Un de mes camarades a passé 5 jours dans les prisons égyptiennes, un humanitaire qui faisait son boulot, vous voyez. Donc la situation, c'est plus que raidie. Il n'y a toujours aucun produit alimentaire, aucun bien qui passe de l'Égypte à Gaza par la voie normale, c'est-à-dire par la surface. Et actuellement, les camions de ciment, de nourriture sont bloqués à l'entrée de Rafah. Donc l'alimentation des tunnels est stoppée. La conséquence de ce nouveau pouvoir en Égypte, c'est que l'embargo contre Gaza s'est aggravé? L'embargo s'est aggravé de manière dramatique. Il y avait une douzaine d'heures de coupure d'électricité par jour, maintenant c'est davantage. Les quelques fuels qui arrivent est rationné et dirigé en direction des hôpitaux prioritairement. Les Palestiniens sont obligés d'acheter de l'essence israélienne qui est 4 fois plus chère que l'essence égyptienne, etc. Merci Christophe Oberlin. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, La Vallée des Fleurs, aux éditions Éric Bonnier. Bonsoir. Merci Loïc Barrière. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.